Le président de la République dispose très largement du droit de dissolution. De Gaulle a tenu à ce que ce soit une arme majeure du président de la République qui lui permette d'être en contact direct avec le peuple. Les mots de la République, dans le contexte politique actuel, nous avons décidé de donner un sens plus pur aux mots de la tribu pour vous permettre de clarifier vos idées et également peut-être de mieux comprendre les débats en cours. Bonjour Marianne Cohandet. Bonjour. Vous êtes professeure de droit à Paris Panthéon-Sorbonne. On vous doit le droit constitutionnel aux éditions LGDJ. Le mot que je vais vous demander de définir, c'est le mot dissolution. Alors la dissolution, c'est l'acte par lequel il est mis fin au mandat des parlementaires avant son terme normal. Donc le pouvoir de dissolution, c'est la compétence généralement attribuée à l'exécutif, dans la plupart des régimes parlementaires, de mettre fin prématurément au mandat des députés. Dans quelles conditions le président de la République et lui seul peut décider d'une dissolution ? Alors, le président de la République, sous la Ve République, dispose très largement du droit de dissolution. De Gaulle a tenu à ce que ce soit une arme majeure du président de la République qui lui permette d'être en contact direct avec le peuple. C'est un moyen d'arbitrage populaire, de faire appel à l'arbitrage du peuple, notamment dans des conflits entre le chef de l'État et l'Assemblée. Donc, De Gaulle a tenu à ce que ce soit très libre. Donc, sous la Ve République, les conditions de procédure sont très légères. Le président de la République doit seulement consulter le Premier ministre et les présidents des assemblées, mais même s'ils ne sont pas d'accord, il peut tout à fait dissoudre. Qu'est-ce que ça veut dire consulter ? Parce que j'ai des lettres, alors j'ai lu le Canard enchaîné, et le Canard enchaîné dit que Yaël Braun-Pivet, donc la présidente de l'Assemblée nationale, enfin elle ne l'est plus, mais elle l'était il y a quelque temps, a considéré que le président de la République ne pouvait pas la consulter de manière informelle et qu'il fallait un rendez-vous en tête-à-tête dans son bureau. Elle avait raison ou elle avait tort, Marianne Cohandet ? Alors, je ne sais pas exactement comment a eu lieu cette consultation. Est-ce qu'il l'a consultée parce que si c'était informel, est-ce qu'il y a eu vraiment consultation ? S'il n'y a pas eu consultation du tout, alors l'acte... Est-ce qu'un coup de fil, Oui. cela peut sembler secondaire, mais je trouve que c'est important la manière dont la symbolique de la République s'organise. Est-ce qu'un coup de fil, par exemple, peut suffire, un coup de fil où le président de la République se contenterait de dire à l'un des présidents des deux chambres j'ai décidé de dissoudre ? Alors, un coup de fil, formellement, ça respecte puisqu'il y a consultation. Si il dit « qu'en pensez-vous » Voilà, il faut qu'à un moment ou un autre, il ait une formule du type « qu'en pensez-vous » pour qu'il y ait véritablement consultation. Que ce soit par téléphone ou même par texto ou n'importe quoi, il n'y a pas d'exigence précise. Ceci dit, c'est très irrespectueux. Le respect le plus élémentaire, c'est tout de même de la voir directement et de lui poser la question. Mais à quoi servent ces consultations si, de toute façon, le pouvoir propre du président de la République suffit à dissoudre ? Eh bien, ça sert tout de même à permettre de l'éclairer et à faire en sorte que s'il prend une décision saugrenue, les autres puissent dire nous, on avait donné un avis contraire. Mais ça sert surtout à cacher un petit peu le caractère très personnel de ce droit. Donc le président peut dissoudre selon une procédure on ne peut plus simple et dans les conditions qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y a seulement 3 limites au droit de dissolution. On n'a pas le droit de faire plus d'une dissolution par an, on y reviendra. On ne peut pas faire de dissolution pendant les pleins pouvoirs ou les pouvoirs exceptionnels de l'article 16, circonstances de crise, et en cas d'intérim de la présidence par le président du Sénat. Ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, maintenant. Donc, les conditions pour une dissolution sont très largement ouvertes, et c'était ce que voulait De Gaulle. Justement, cette dissolution, donc, elle doit être faite à condition qu'aucune autre dissolution n'ait été préalablement décidée 1 an auparavant. Donc, en fait, on ne peut dissoudre qu'une fois par an, Marianne Cohandet ? Oui, ça c'est très important et ça date de très longtemps dans notre histoire constitutionnelle. C'était au début du XIXe siècle parce que Charles X avait fait 3 dissolutions de suite pour s'opposer à la volonté populaire, dont 2 dissolutions en 3 mois. Et donc ça aboutit à une révolution, la révolution de juillet, et
Depuis lors, en France, on prévoit toujours que dissolution sur dissolution ne vaut, c'est-à-dire qu'il faut attendre 1 an entre 2 dissolutions. Notons que quand le président de la République a procédé à une dissolution, donc pendant 1 an, il n'a plus ce pouvoir-là. Donc pendant 1 an, il est très affaibli parce que ce droit de dissolution est vraiment l'arme majeure du président sur la 5e. Qu'il soit nouvellement élu ou pas? Qu'il soit nouvellement élu ou pas, aucune importance. Donc la démission éventuelle d'un président de la République, je souligne les conséquences, ne pourrait pas lui permettre de dissoudre une nouvelle fois, s'il l'a fait il y a moins d'1 an. Ah, alors là, c'est un cas d'école auquel il faut réfléchir. Ah oui? Eh bien oui, parce que est-ce qu'on considère... Oui, non, parce que formellement, on a eu une première dissolution, il faut attendre 1 an. Mais de toute façon... Que ce soit un nouveau président ou pas. Nous... Parce que, alors je vais jusqu'au bout de ma pensée. L'idée, c'est chambre ingouvernable ou qui ne permettent pas de gouverner. Emmanuel Macron pourrait démissionner et se représenter. Dans ce cas-là, aurait-il le droit de dissoudre cette chambre qui ne lui conviendrait pas? Là, ça mérite réflexion. Il faut y réfléchir plus avant parce que c'est pas évident. Parce que généralement, en principe, on a l'impression que c'est seulement 1 fois par an. Donc, il ne peut pas recourir à nouveau à la dissolution. Ça me paraît la solution évidente. Bon, ceci dit, normalement, on considère le début des mandats qui enclenche toutes les règles. Donc, ce n'est pas absolument certain comme décision. La dissolution conduit à une élection entre 20 et 40 jours après cette décision, avec quelle garantie formelle, en dehors donc de cette période qui est imposée par le droit constitutionnel? Alors d'abord, je vais revenir sur la raison de cette période très courte. Pourquoi est-ce qu'on a prévu ce délai si court de 20 à 40 jours? C'est à cause du régime de Vichy. Parce que sous Vichy, dans les actes de créateurs de Vichy, il devait y avoir des assemblées élues. Or, Pétain a procédé à une dissolution et il n'a jamais fait réélire la Chambre. Donc, dans toutes les constitutions suivantes, 1946-58, on a tenu à prévoir qu'il faut obligatoirement réélire une assemblée et très vite. Donc, délai très court, 20 à 40 jours. Et puis, il y a le code électoral qui prévoit aussi des dispositions, notamment sur un délai pour déposer les candidatures, délai très court. Et donc, justement, pour le dépôt des candidatures, là, on peut s'étonner, puisque c'est aujourd'hui ce qui pose problème à tous ceux, c'est-à-dire la totalité des individus, sauf le président de la République, qui n'étaient pas avertis de cette dissolution. Oui, donc pour les candidats, évidemment, c'est terrible de devoir faire une campagne aussi courte, déposer leur candidature aussi vite, ça les prend complètement à la gorge. Donc il est évident que si le président avait voulu leur donner le temps de respirer, il aurait prévu un délai plus long, mais ce n'est pas contraire au texte de la Constitution puisqu'elle rend ce délai possible. Et si on regarde les dissolutions qu'il y avait eu précédemment en France, on se rend compte que chaque fois c'était un délai de 3 semaines ou 1 mois pour les 5 dissolutions précédentes, puisqu'on a eu 5 dissolutions jusqu'à maintenant. Est-ce que ces dissolutions donc, peuvent être considérées comme des dissolutions de convenance, des dissolutions de calcul, des dissolutions, puisque là aussi la dissolution est généralement assez mal vue lorsqu'elle n'est pas consécutive à l'élection d'un nouveau président de la République? Alors, la dissolution, normalement, effectivement, ça doit être une arme qui sert à régler une crise. Et donc, on peut se dire, est-ce qu'on a vraiment une crise? Et là, c'est discutable, parce qu'on peut se dire, bah oui, effectivement, quand le président de la République et le parti du président a seulement 14% du suffrage et qu'un autre est très loin devant, on peut dire que ça pose un problème de légitimité du pouvoir. C'est pourquoi on ne peut pas dire, même s'il y a très certainement des calculs politiques derrière, que c'est une pure dissolution de convenance. Merci Marianne Cohandet. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Droit constitutionnel » chez LGDJ.